destination de rêve, croisière d'exception, aventure polaire. Bienvenue dans Au-delà de l'horizon, le podcast qui vous emmène là où le voyage commence vraiment. Une production Aéria Voyage. On commence notre plongée en profondeur d'aujourd'hui avec un paradoxe assez fascinant. Chaque année, il y a des millions de personnes qui traversent la planète, qui achètent des billets de train super dispendieux et qui voyagent jusqu'à un point bien précis au Japon. Tout ça pour une seule et unique raison. Voir le mont Fuji. Exactement, voir le mont Fuji. Mais le plus fou là-dedans, c'est que la grande majorité de ces gens-là choisissent le pire moment de l'année pour y aller. Puis finissent par fixer un gros mur de nuages blancs d'une opacité totale. Ah, c'est tellement vrai. C'est une ironie qu'on voit tout le temps. On planifie un voyage au Japon avec cette image parfaite en tête de la montagne sacrée, puis on réalise pas que la nature, elle a son propre calendrier. Tellement. Puis ce calendrier-là, il est souvent l'inverse du nôtre. Fait qu'aujourd'hui, on explore ce paradoxe-là en détail. On se base sur des notes de recherche vraiment étoffées, tirées du guide d'Aéria Voyage, rédigé par le spécialiste Yvan Junior Blanchette. L'idée, c'est de comprendre comment cette région-là, Fuji et Hakone, c'est l'antidote parfait à l'intensité écrasante des villes japonaises. Oui, parce que la transition est brutale. Ce qu'on observe dans ces recherches-là, c'est vraiment la mécanique de ce changement de rythme. Comme l'humain passe de la frénésie urbaine qui est hyper contrôlée à la contemplation d'une nature totalement incontrôlable. Ben oui, parce que quand on prépare un itinéraire au Japon, on a souvent la tête pleine de néons, d'intersections bondées comme Shibuya, de salles d'arcade sur 5 étages qui clignotent. C'est de la surcharge sensorielle pure. C'est l'équivalent de boire genre 4 expressos doubles de suite. C'est extraordinaire, je suis la première à l'admettre, mais on a besoin d'une pause. Et le guide de Blanchette affirme que la région du mont Fuji offre ce que les villes ne peuvent pas offrir, le silence puis l'immobilité. Exact. Et ça commence par comprendre le géant lui-même. Le mont Fuji, à 3776 mètres d'altitude, c'est le point culminant du Japon. Mais visuellement parlant, c'est pas juste une grosse montagne avec des pics accidentés. Non, c'est un cône parfait, d'une symétrie presque irréelle. Je suis toujours fascinée par ça. Qu'est-ce qui explique cette forme-là, géologiquement parlant? C'est là qu'il faut définir le concept de stratovolcan. Contrairement à certains volcans qui s'étalent sur des kilomètres comme des gros boucliers plats, un stratovolcan, ça se construit par couches superposées. OK, comme un gâteau étagé un peu. C'est un peu ça. Au fil des millénaires, les éruptions explosives ont craché de la lave visqueuse, des cendres, puis de la pierre ponce. Et tout ça s'est empilé, couche après couche, directement autour de la cheminée centrale. Ah, fait que c'est ce processus répétitif-là qui crée la pente abrupte. Exactement. C'est l'empilement constant qui donne ce cône presque parfait. Et il faut surtout pas oublier que c'est un volcan actif, tu sais. Sa dernière éruption remonte à 1707. 1707, c'est littéralement hier à l'échelle géologique. Un simple battement de cils. C'est fou, parce que cette beauté super géométrique-là, elle cache une puissance destructrice énorme. Et en lisant nos sources, j'ai l'impression que c'est exactement ça qui nourrit son statut sacré dans la culture japonaise. Absolument. Dans le shintoïsme, qui est la spiritualité autochtone du Japon, on croit aux kami. Ce sont des esprits ou des divinités qui résident dans les phénomènes naturels impressionnants. Fait qu'une montagne de cette envergure-là, c'est pas juste de la roche. Bon, toute. Une montagne qui peut cracher du feu puis obscurcir le ciel de cendres, c'est l'incarnation même d'un kami hyper puissant. La montagne est littéralement une entité sacrée qu'il faut respecter. Ce qui explique pourquoi elle est si présente dans l'art, comme les fameuses 36 vues du mont Fuji de l'artiste Kusai. Exact. Historiquement, l'expérience de la montagne, c'était d'abord et avant tout visuel. Et justement, nos recherches font une distinction capitale là-dessus. Apparemment, les meilleures expériences se vivent depuis la région des 5 lacs, genre le lac Kawaguchi. C'est là que la montagne se reflète sur l'eau calme, comme dans un miroir, surtout à l'aube. Oui, la contemplation à distance, c'est la façon traditionnelle de l'approcher. Sauf que, le tourisme moderne, lui, il peut pas s'empêcher de vouloir grimper dessus. Non, faut toujours qu'on conquiert tout. C'est ça. On lit que la saison d'ascension est super courte, de début juillet à début septembre. Jusé. Le sentier Yoshida, c'est le plus populaire. On part de la 5e station, qui est à 2300 mètres d'altitude, accessible en bus. Et là, la réalité frappe.
l'enfer commence. Ouais, le contraste entre la poésie de la vue de loin et la brutalité de l'ascension est assez extrême. Parce que tu sais, c'est pas une belle petite randonnée en forêt, là. Non, on marche dans de la cendre volcanique. De la cendre des roches instables, l'oxygène se fait rare. En haut de 3000 mètres, le mal des montagnes frappe beaucoup de grimpeurs. Sans parler de la météo, on passe d'un soleil de plomb à une tempête glaciale en 2 minutes. Fait que j'ai une théorie. En lisant tout ça, je serais curieuse de t'entendre là-dessus. Vas-y. J'ai l'impression que l'ascension du mont Fuji, pour plein de monde aujourd'hui, c'est un peu comme vouloir courir le marathon des Jeux olympiques juste parce qu'on aime regarder l'athlétisme à la télé. On voit cette forme poétique, parfaite, et notre ego nous dit il faut absolument que je la vainque. C'est une excellente analogie. Vraiment. Est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de transformer une expérience spirituelle en une espèce de test d'endurance physique inutile? On passe complètement à côté de l'essence de la montagne, non? Ben, si on pose ton idée plus loin, ça illustre super bien la différence entre l'appréciation et l'appropriation. On veut consommer l'expérience maximale pour pouvoir dire sur les réseaux sociaux « je l'ai fait ». C'est clair. Le fameux T-shirt « je l'ai fait ». Mais grimper physiquement le volcan, c'est une approche presque combative avec la nature. Alors que de s'asseoir près du lac, à distance, puis regarder la lumière changer sur les flancs, c'est accepter que la nature est bien plus grande que nous. C'est tellement plus humble. Et nos notes soulignent avec raison que la contemplation depuis la base, c'est vraiment l'approche la plus alignée avec le lien spirituel historique du Japon. Ce qui nous amène à basculer de l'autre côté de l'équation, dans le fond. Oui, parce que si le mont Fuji, c'est ce qu'on regarde de loin, la région juste à côté, Hakone, c'est ce qu'on ressent physiquement. C'est la terre qui bouillonne littéralement sous nos pieds. Hakone, ça se trouve dans la préfecture de Kanagawa. C'est à l'intérieur du grand parc national de Fuji-Hakone-Izu. Et géologiquement parlant, c'est une zone extrêmement condensée. On n'est plus du tout dans le cône parfait, là. L'âme est dans le chaos d'une ancienne activité volcanique massive. Ça a sculpté des vallées, des sources thermales, des lacs. Et paradoxalement, pour se rendre dans ce chaos naturel-là, on utilise un des systèmes de transport les plus fluides au monde. Depuis la gare de Shinjuku à Tokyo, ça prend environ 90 minutes. Les recherches parlent du train express Romance Car. Un classique. Très confortable. Oui, puis il mentionne aussi un laissez-passer magique, le Hakone Free Pass. Ça donne accès aux trains, aux autobus, aux funiculaires, aux téléphériques. Même un bateau pirate sur le lac. Un bateau pirate, tu sais, c'est complètement fou comment ils ont réussi à construire tout ça dans des montagnes aussi escarpées. C'est un véritable triomphe d'ingénierie civile. Au lieu d'essayer de percer la montagne de force avec des énormes tunnels en ligne droite, l'infrastructure épouse vraiment la topographie. Fait que ça travaille avec la montagne et pas contre elle. Exactement. Le chemin de fer de montagne, par exemple, il utilise un système de lacets, ce qu'on appelle des switchbacks en anglais. Ah, OK. Le train monte en zigzagant pour vaincre l'inclinaison abrupte. Voilà. Et c'est conçu pour que le transport lui-même devienne une plateforme d'observation. L'ingénierie se plie à la nature plutôt que de la détruire. C'est fascinant. Et le point culminant de ce transport-là, c'est quand on arrive au lac Ashi, à 720 mètres d'altitude. C'est là qu'on voit ce fameux portail torii rouge qui flotte sur l'eau, rattaché au sanctuaire. Mais ce lac-là, c'est pas un lac glaciaire, normal. Nos notes parlent d'une caldeira. Oui. Le lac Ashinoko. Comment ça se forme concrètement une caldeira? Parce que c'est pas juste un gros trou qui s'est rempli d'eau avec la pluie, là. Non, pas du tout. Une caldeira, c'est carrément la cicatrice d'un cataclysme. Ça arrive quand une éruption volcanique est tellement violente que la chambre magmatique qui est située sous le volcan se vide complètement. OK, donc il n'y a plus rien en dessous pour soutenir la montagne? Exact. Sans ce support-là, le sommet de la montagne s'effondre littéralement sur lui-même. Ça crée un immense cratère d'affaissement. Et avec les millénaires, ce bassin géant s'est rempli d'eau. Wow! Fait que quand on navigue paisiblement sur le lac Ashi en regardant le mont Fuji au loin, on flotte littéralement au-dessus du plafond effondré d'une ancienne chambre magmatique. C'est fou d'y penser de même. C'est une perspective complètement différente. Surtout que cette activité volcanique-là, elle n'est pas juste endormie au fond du lac. Parce que si on prend le téléphérique pour monter à la vallée d'Owakudani, on passe de la belle forêt verte à un décor de science-fiction. Ah, Owakudani, c'est très actif. C'est ça. Le sol crache des fumerolles, ça sent le soufre à plein nez. Des fois, ils doivent même fermer l'accès quand les gaz sont trop denses. Et c'est là-bas qu'ils vendent les fameux kuro tamago.
Les œufs noirs, une spécialité culinaire unique, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des œufs de poule, ordinaires, mais ils sont bouillis directement dans les mares d'eau chaude volcanique. C'est une réaction chimique pure. Le sulfure d'hydrogène de l'eau réagit avec le fer, puis ça crée du sulfure de fer qui s'attache à la coquille. Ce qui la rend noire comme du charbon. Manger un seul de ces œufs prolongerait à vie de 7 ans. 7 années par œuf, oui. C'est la promesse. Et je trouve ça fascinant parce qu'au fond, on dirait que c'est la métaphore parfaite de notre rapport un peu tordu avec la nature destructrice. Tu sais, on est là sur un sol qui pourrait nous engloutir demain matin et on essaie de marchander. Comment ça, marchander? C'est comme si on disait au volcan, écoute, tu peux m'anéantir sous une coulée de lave, mais si je mange ton œuf qui sent le soufre, tu me donnes un bonus de 7 ans de vie en échange. On essaie de faire un deal avec le chaos. Ah, c'est intéressant, mais je vais t'arrêter là-dessus. Parce que je pense que c'est une lecture très occidentale du concept, très axée sur la transaction, tu sais. Ah oui? Comment ils voient ça, eux? Dans la perspective shintoïste japonaise, il n'y a pas de marchandage. On ne fait pas un deal avec le chaos. La nature est vue comme une entité neutre. Elle est à la fois nourricière et mortelle. OK, donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise nature. Exact. En mangeant l'œuf qui a été cuit dans les entrailles de la terre, on n'essaie pas d'acheter du temps, on tente plutôt d'ingérer une infime partie de cette puissance brute-là. On internalise la force du volcan. Oh wow, fait que c'est un acte d'assimilation de l'énergie vitale, pas un contrat d'assurance-vie. C'est ça. C'est s'harmoniser avec la puissance de la Terre. C'est super beau vu comme ça. Ça change complètement la dynamique. D'ailleurs, cette idée d'harmonie m'amène à un autre contraste complètement capoté de la région. À quelques kilomètres seulement de ce sol qui crache des gaz toxiques, on retrouve le musée en plein air de Hakone. Un endroit magnifique. On parle de 5 heures de pelouse lerte taillée au ciseau avec des œuvres de Rodin de Henry Moore et un pavillon avec plus de 300 œuvres de Picasso. C'est presque absurde quand on y pense. C'est la maîtrise parfaite de l'environnement japonais. D'un côté, Owakudani nous rappelle qu'on n'a aucun contrôle sur les forces telluriques, et de l'autre, ce musée-là représente le sommet du raffinement esthétique humain. C'est hyper contrasté. Tellement, les sculptures sont placées précisément en fonction de la lumière naturelle, des lignes des montagnes en arrière-plan. C'est l'ordre absolu qui cohabite avec le chaos absolu. Et les deux nourrissent notre émerveillement de façon différente. Bon, après toute cette stimulation géologique et visuelle, nos sources insistent sur un point crucial. Faire Hakone en un simple aller-retour depuis Tokyo dans la même journée, c'est une erreur monumentale. Oui, il faut absolument y passer au moins une nuit. T'as passé 3 jours en orbite dans la folie de Tokyo bombardée de bruit. Hyper stimulé, ouais. Tu rentres dans le ryokan, on ferme la porte et on t'oblige littéralement à réapprendre la gravité normale. C'est une excellente métaphore. J'ajouterais même que si on n'utilise pas ce sens de décompression-là, on risque le mal des profondeurs. Le cerveau humain peut juste pas passer de l'hyperstimulation d'un quartier comme Akihabara à la contemplation totale d'un temple zen sans une période d'adaptation. Fait que le ryokan sert de pont entre les deux. Exact. Le ryokan accomplit cette transition psychologique-là grâce à une architecture qui est entièrement conçue autour de l'immobilité et de la soustraction. De la soustraction. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par là? Dans un hôtel moderne, on ajoute des affaires. Une grosse télé, de la musique d'ambiance, un mini-bar, de la déco chargée. C'est vrai, il y a toujours du bruit de fond. Dans un ryokan, on enlève l'isolation phonique des portes coulissantes, le sol en paille tissé de tatami qui absorbe le bruit des pas. On te retire même tes vêtements de ville qui sont souvent rigides pour te faire enfiler un yukata. Le fameux peignoir en coton léger. Oui, et le fait de porter ça, ça force tes mouvements à être plus lents, plus fluides. Tout est conçu pour réduire le bruit sensoriel à 0. Ce n'est pas un hébergement qui sert de point de départ pour aller visiter des choses. Le ryokan est la destination elle-même. Exactement. Et cette destination-là, elle culmine avec 2 expériences très précises. D'abord, le repas, le kaiseki, servi directement dans la chambre. C'est pas juste un souper, c'est de la haute gastronomie. C'est littéralement la saison actuelle disposée dans une dizaine de petits bols. C'est de l'art comestible, vraiment.
Puis ensuite, l'élément central du séjour, l'onsen, le bain thermal et particulièrement le Rottenburo, le bain extérieur. L'eau provient directement de cette même activité volcanique dont on parlait tantôt. Absolument. Et l'impact physique est réel. C'est pas juste de l'eau chaude du robinet qu'on a chauffé. Ces sources thermales-là sont chargées de minéraux spécifiques. Comme du soufre, du fer. Magnésium, ça dépend vraiment de la source. La chaleur et la pression de l'eau ont un effet immédiat sur le système nerveux parasympathique. Ça dilate les vaisseaux sanguins, ça réduit la raideur musculaire. C'est une vraie thérapie. Fait de s'immerger dans un Rottenburo extérieur avec l'air vif de la montagne sur le visage puis l'odeur légère du soufre, c'est le summum de la détente. Mais il y a un petit point logistique super important que le guide soulève. L'étiquette autour des tatouages. Ah oui, c'est crucial de le mentionner. Au Japon, l'art corporel a longtemps été associé au crime organisé, les yakuza. Conséquemment, encore aujourd'hui, beaucoup de bains publics refusent l'entrée aux personnes tatouées. C'est pas un jugement de valeur de notre part, c'est juste la réalité sociale là-bas. Tout à fait. Et la solution parfaite, qui est d'ailleurs mentionnée dans les documents, c'est de réserver un ryokan qui offre des bains privés. Des fois même rattaché directement à la chambre, sur le balcon. C'est ça. Ça permet de profiter de l'expérience sans créer de malaise pour personne. D'autant plus que Hakone est vraiment pensé logistiquement pour ce genre d'arrêt de plusieurs jours. C'est situé exactement sur le tracé du Shinkansen, le fameux train à grande vitesse. À la gare de Mishima, c'est ça? Oui, Mishima. Donc, géographiquement parlant, c'est le tampon parfait entre l'est du Japon, avec Tokyo, et l'ouest avec Kyoto ou Osaka. Super. Fait que là, mettons qu'on a tout bien fait, on a voyagé doucement, on a mis notre yukata, on est dans notre bain thermal privé sur le balcon, l'air est frais, on tourne la tête vers le nord-ouest pour enfin admirer le mont Fuji dans toute sa gloire. Et là, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien, juste un mur de brume grise. C'est là qu'on arrive à la grande révélation cruelle de nos recherches. La fameuse vue, elle n'est jamais garantie. Jamais. C'est le grand risque de ce pèlerinage-là. Parce que le mont Fuji est tellement massif, puis est super isolé sur une plaine, qu'il crée son propre microclimat. Il fait sa propre météo, dans le fond. C'est ça. Les vents humides de l'océan Pacifique viennent frapper les flancs froids de la montagne, ce qui génère instantanément de la condensation et des nuages super épais. Et c'est là que le choix des saisons est tellement déterminant. Au printemps, pendant les cerisiers en fleurs, ou à l'automne pour les couleurs des érables, c'est magnifique, c'est bondé, mais c'est souvent nuageux. Et l'été, c'est encore pire. L'été, c'est le pire. C'est la seule saison où l'on peut grimper, mais dans les vallées, l'humidité est tellement étouffante que le volcan peut juste disparaître dans une brume laiteuse pendant des semaines d'affilée. C'est vrai. Les millions de personnes qui y vont en juillet puis en août regardent souvent le vide climatique du Japon. L'hiver décourage des voyageurs à cause du froid, mais c'est justement cet air glacial et sec là, qui balaie toute l'humidité de l'atmosphère, non? Exactement. C'est en décembre, janvier et février que le ciel est le plus pur. Les contours de la montagne, avec sa couronne de neige parfaite, se découpent de façon chirurgicale sur un ciel bleu profond. Et honnêtement, le contraste entre ce froid mordant-là et l'eau à 40 degrés du bain thermal, ça doit rendre l'expérience infiniment plus mémorable. Tellement. Mais ça nous rappelle aussi de façon assez brutale que la nature n'en a absolument rien à faire de nos itinéraires de vacances. Ni de nos réservations d'hôtels payées 6 mois d'avance. Le mont Fuji apparaît quand les conditions le dictent, un point c'est tout. C'est une excellente leçon d'humilité, je trouve. C'est redécouvrir la valeur de la patience, tu sais. Accepter de pas tout contrôler. Comprendre que la beauté véritable, c'est pas un produit qu'on consomme sur commande. Ça résume tellement bien l'essence de tout ce qu'on a vu aujourd'hui dans l'analyse de ce guide. C'est apprendre à débrancher la machine urbaine, à ralentir grâce aux infrastructures réfléchies, puis à la philosophie du ryokan. Fait que ça m'amène à une dernière réflexion un peu plus philosophique pour terminer. Je t'écoute. Imaginons un instant que le climat change et que le mont Fuji devienne visible tous les jours de l'année. Une clarté parfaite 365 jours par an, peu importe la saison. Est-ce qu'on lui porterait encore autant de révérence? C'est une méchante bonne question. Auteur secret de son statut mythique. Si cette beauté monumentale était toujours garantie à la demande, comme un fond d'écran sur notre téléphone, est-ce qu'elle conserverait son pouvoir sacré de nous couper le souffle? Ou est-ce qu'elle finirait par devenir juste un banal élément de décoration dans le bruit de fond de nos vies? C'est puissant, ça. L'incertitude fait partie de la magie. Exact. Fait que c'est une réflexion à garder en tête pour ceux qui nous écoutent et qui planifient leur prochain voyage. On vous laisse là-dessus.
Vous venez d'écouter Au-delà de l'horizon, une production Aéria Voyage. Pour en savoir plus sur les destinations et les compagnies présentées dans cet épisode, visitez notre site web au www.aeriavoyage.com, voir tous les détails dans la description. N'oubliez pas de liker et de partager le podcast avec votre famille et vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour être certain de ne rien manquer. À très bientôt.